liberté de croyance, la ikrah fi-din, pas de contrainte en religion. Et puis l'autre discours, toujours dans le Coran, verset parallèle, qui appelle à la guerre, au meurtre, à la haine du non-musulman, notamment du juif et du chrétien. Quant aux polythéistes, ils ne méritent que la mort. Alors, le choix a été fait il y a 10 siècles. Et toutes les fois qu'on a essayé de renverser la vapeur, ça n'a pas marché. Le calife Mamoun en 830 a réuni à la cour de Bagdad des intellectuels de l'époque, les Mu'tazilites, pour essayer de créer un islam ouvert à la réflexion, à la philosophie. Et pendant 15 ans, ça a été merveilleux. Mais entre-temps, le chef de l'opposition, qui est Ibn Hanbal, a été jeté en prison, lui. Et le peuple était ulcéré de ce que son représentant, Ibn Hanbal, ait été emprisonné. Cette éclaircie, cette espérance n'a duré que 15 ans, malheureusement. Le deuxième successeur du calife Mamoun, el-Mutawakkil, a ouvert la porte de la prison à Ibn Hanbal, a jeté en prison les Mu'tazilites, et la parenthèse a été fermée. Et puis depuis lors, le hanbalisme, cette tendance à l'islam radical, a prévalu en islam. Il y a eu un autre de ces adeptes, Ibn Taymiyyah au XIIIe siècle, qui est la référence de tous les islamistes d'aujourd'hui. Et puis ce courant a ressurgi avec Ibn Saoud en Arabie Saoudite, Hassan el-Banna en Égypte en 1928, qui est justement à la tête des frères musulmans, lesquels représentent pratiquement le chef d'orchestre de tous ces mouvements que nous connaissons aujourd'hui, c'est-à-dire Taliban, Daesh, toute la gamme. Elle est très large parce que chaque année on a un nouveau titre, un nouveau nom. Mais l'origine, c'est les frères musulmans. Deux mots des frères musulmans pour que vous sachiez de quoi je parle. Les frères musulmans ont pour objectif premier et dernier de rétablir le califat. Le califat, c'est-à-dire le chef spirituel qui est à la tête de la Ummah, censé devenir universel. Pourquoi en 1928? Beaucoup se demandent pourquoi en 28. Eh bien, parce que le califat a existé depuis Mohammed jusqu'en 1924. 1924, à la suite de la Première Guerre mondiale, l'Empire ottoman s'est effondré, s'est disloqué, et le califat s'est effondré. Plus de califat. Plus de pas par an, imaginez. Et alors, quelques années plus tard, 4 ans plus tard, naissaient les frères musulmans pour rétablir le califat, et c'est dans leur programme et dans leurs objectifs. Donc, depuis lors, les frères musulmans ont été combattus par tous les régimes en place en Égypte. Puis le régime du roi Farouk, suivi du régime de Nasser, qui au début est heurté avec eux, mais ça n'a pas marché. Ils les ont ensuite jetés en prison et torturés. Jusqu'au régime de Sadat, qui a ouvert les prisons pour les libérer. Ça n'a pas marché. Il en est mort, le pauvre, descendu en pleine fête du 6 octobre. Avec Moubarak, qui a adopté la politique de la carotte et du bâton, hein, et on a eu pendant tout son règne des persécutions contre les chrétiens de façon systématique. Mais
des hauts et des bas. C'est la carotte et le bâton. Bon. En fait, ce que veulent les frères musulmans, ce que veulent les frères musulmans, le pouvoir. Le pouvoir. Le pouvoir. Et actuellement, quête du pouvoir les pousse à infiltrer toutes les sociétés à tous les échelons. La magistrature, la politique, le commerce, la police, l'armée, les médias, bien sûr. Bref, leur politique est une politique de lente infiltration des sociétés. Et ça marche très bien. Et quand ça ne marche pas, il y a les milliards qu'ils ont, ils sont riches à milliards, pour acheter les gens, acheter les politiciens, acheter les journalistes. J'étais consterné de voir que certains journaux français que je lisais régulièrement, je ne les nommerai pas, tout à coup viennent un autre discours et occulte la réalité, la vérité, si bien que je ne lis plus de journaux actuellement. Je reçois tout par Internet tous les jours et avec une variété d'opinions qui me permet de me faire mon opinion. Alors, infiltrer les sociétés, lentement. Pour en venir à la France, bon, j'étais hier avec un ami à moi qui est présent dans cette salle, qui me disait, il y a environ 300 à 400 lieux chauds en France. Appelez ça les banlieues, appelez ça des zones de non-droit, appelez ça ce que vous voudrez. S'il arrivait que ces 300 ou 400 lieux qui bouillonnent intérieurement et qui sont noyautés par les frères musulmans décident le même jour, à la même heure, d'exploser, la police et l'armée seraient incapables de maîtriser l'incendie. Malgré toute la puissance dont ils disposent. C'est un scénario catastrophe, mais c'est un scénario plausible. Et c'est un scénario proclamé par ces groupes répandus un peu dans votre société, qu'on peut appeler des cellules dormantes. Et quand ça se réveillera, tout d'un coup et tous ensemble, ça risque de faire une guerre civile. L'an dernier, je disais que je prévoyais la guerre civile en France pour 2015. J'espère me tromper. Évidemment, je vois les choses à distance, mais quelquefois la distance permet un regard plus objectif. Le problème, c'est que l'Europe entière est contaminée, pas seulement la France. Et que ce silence complice qui existe et les informations filtrées des médias officiels sont plus qu'inquiétants parce que la plupart des citoyens se contentent du journal télévisé de 8 heures du soir. Hein, et ce qu'on leur dit, ben, c'est parole d'évangile. Alors l'opinion est faite à partir de ce que les médias veulent bien dire. Et quand on a les médias en main, on a l'opinion, on a le pays. La puissance des médias aujourd'hui. L'expansion de l'État islamique dépasse de loin l'Irak, la Syrie, la Libye, l'Égypte. Je ne vais pas vous parler d'Égypte qui m'est tellement cher, je veux simplement dire qu'on a évité le pire, hein, le 30 juin 2013. Le pire du pire. Grâce au maréchal Sissi, qui est devenu le président d'Égypte, et qui est encore
ostracisé par les politiciens et les médias occidentaux qui parlent encore d'un coup d'État militaire. C'est à se taper la tête contre le mur. Bref, des gens parlent, non parce qu'ils ne savent pas, mais parce qu'ils ne veulent pas savoir, parce qu'ils refusent de voir une vérité. Sissi nous a sauvés d'un désastre. Il est dans une situation très précaire en ce moment parce que l'économie est catastrophique. Le tourisme moribond, la population, quand j'étais petit, nous étions 15 millions, nous sommes 90 millions aujourd'hui. Imaginez que la population de la France a été multipliée par 6, n'est-ce pas? Ça vous représente, ça vous donne une idée du défi que rencontre le nouveau président, avec 2,5 millions d'habitants chaque année en plus, surplus des naissances sur les décès. Donc c'est colossal. C'est colossal. Alors, mais il avance, on avance. Dans quelle mesure? D'abord, il a été opposé par l'Amérique, évidemment, l'Europe aussi, puis finalement, on compose maintenant. Il s'est tourné évidemment vers d'autres pays comme la Russie, la Chine, et d'autres pays du tiers-monde, comme on disait autrefois. Mais je reviens donc à cet islam, l'expansion de l'islam, de l'État islamique. Je vais chaque année au Canada où j'ai ma sœur installée et où des centaines de milliers de chrétiens d'Orient se sont réfugiés, parce que les chrétiens orientaux comme moi, ce sont des migrants, si je puis dire. Ils sont jamais chez eux et partout chez eux. C'est-à-dire qu'il y en a en France, il y en a ici, la nationalité française, au Canada. Bon, au Canada, 150 mosquées à Montréal, rien qu'à Montréal. J'ai des photos. Et ouvrez Internet, tapez mosquée Montréal, vous verrez la liste entière. C'est dans la logique même de l'islam. Quant aux États-Unis, si hauts conseillers à la Maison-Blanche, dont un Égyptien, comment est-ce qu'il s'appelle déjà? Mohamed El-Ibiari. Mohamed El-Ibiari, mais il y a un Indien, etc. Il y a tout. Frères musulmans, hauts conseillers à la Maison-Blanche. Au point que je me pose la question de savoir si c'est Obama qui a fait venir les frères musulmans ou si ce sont les frères musulmans qui ont élu Obama. J'en sais rien. Je dois vous dire tout simplement que je ne suis pas du tout politicien. Et la probable successeur d'Obama, qui est Hillary Clinton, a comme chef de cabinet Huma Abedin, une sœur musulmane. C'est-à-dire que ça nous promet de beaux jours pour l'avenir. C'est donc la grande nation mondiale, l'Amérique, elle aussi, noyautée et très fort sur les échelons par les frères musulmans. Là encore, aux États-Unis, c'est un délit de parler contre l'islam ou de dire quoi que ce soit. Et on est traîné dans les tribunaux, car ils ont maintenant leurs juges et leurs avocats qu'ils payent très cher, un peu partout dans le monde. Si bien que lorsque quelqu'un ose parler, il est traîné dans les tribunaux, et comme il n'a pas beaucoup d'argent, le pauvre, eh bien c'est eux qui ont l'argent et qui font gagner leur cause. On me dit quelquefois, est-ce que en tenant ces discours, tu n'as pas peur d'être